Bien, bonjour, bonjour à tous. Merci aux organisateurs et en particulier à Maxime Swart de m'avoir convié à cette conférence. On va passer à peu près 1 heure de ma part et puis si j'ai bien compris ensuite on a du temps pour discuter pendant... On a 1 heure et demie ensemble en fait. Exactement. Voilà. Et si je vous ai mis mon adresse mail, c'est parce que si jamais il vous vient une question, n'hésitez pas à me la poser. Je pourrai toujours... Essayez de vous répondre. Donc, microbes, amis ou ennemis de nos aliments. Oui, après. Voilà. Alors, là, ce que je vais vous dire, voilà un peu comment ça va se passer. Dans un premier temps assez rapide, je vais vous faire un petit rappel historique au cours duquel on s'est rendu compte qu'il y avait ce que je vais appeler différentes flores microbiennes. Ensuite, je vais vous parler des 4 malfrats. Alors ça, vous avez compris que c'est plutôt les ennemis. Puis comment on se protège, on peut se protéger contre ces malfrats. Puis ensuite, quand même, que ces micro-organismes, ces microbes, alors ces microbes, c'est-à-dire les bactéries, les levures, certaines moisissures, à quoi ça nous sert? Et finalement, dans notre alimentation, on a beaucoup plus de bons que de mauvais, et que toute l'affaire de ceux qui fabriquent des aliments, c'est de se protéger des mauvais pour permettre aux bons de se développer. Et puis enfin, je vous tâcherai tout à fait un petit mot à la fin, si on en a le temps, mais rapidement, juste pour vous dire que depuis peu de temps, on a de nouveaux bons microbes qui sont ceux de nos intestins et que notre alimentation peut peut-être permettre de les faire agir de manière utile. Ce sera tout à fait à la fin et assez rapidement. Donc, d'abord, un petit balayage historique. Je l'ai fait partir à la fin du XVIIe siècle où un Hollandais, M. Leeuwenhoek, qui était drapier de profession, a inventé un petit appareil que vous avez sur l'image, là, qui est un microscope de l'époque, qui lui permettait de grossir de 300 à 400 fois ce qu'il regardait. D'ailleurs, il avait gardé le secret de ce microscope et on n'a pas su le reproduire ensuite. Ces gens ne savaient pas trop bien comment il travaillait. Toujours est-il qu'avec ce petit appareil, il s'est rendu compte que dans des solutions de toutes sortes, il y avait de minuscules formes de vie. Et je vous ai donné une de ces planches qui était là, que ce soit les spermatozoïdes, que ce soit des petites bactéries, les cellules de sang, etc., les globules rouges. Donc il a découvert que ça bougeait. Bon, après, il y a... Oh zut. Après, il y a eu un grand débat avec Buffon, qui, lui, nous était convaincu que la génération spontanée existait. C'est-à-dire que les micro-organismes, ou même les êtres vivants, les ténias, vous voyez, les douves, les astéries, les vers, étaient le produit, comme c'était un chimiste, de l'association de molécules qui s'unissaient pour former les organismes vivants. Et ça a été d'ailleurs un très grand débat qui a suivi après lui. Donc il était convaincu que les organismes vivants, les petits, les microbes, provenaient de la matière organique. Et la meilleure preuve d'ailleurs, disait-il, quand je prends un sac de blé, je vois qu'il en sort des rats. Ou quand je laisse des produits sur la table, je vois qu'il y a des fromages, je vois qu'il y a des vers qui en sortent. Donc c'était bien la preuve que le vivant sortait de la matière. Alors ça, c'était un grand débat qui a été mis en cause ensuite par Spallanzani, qui a publié en 1765 en disant que, en fait, que les microbes, lui, il était encore un peu pas très clair, parce qu'il dit qu'ils viennent de l'air, mais on peut les tuer, et puis à ce moment-là, ils ne reviennent plus. Bon. Donc, il se sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aussi clair dans la théorie de Buffon, parce qu'autrement, ils auraient dû revenir. Et puis, l'état suivant, c'est Nicolas Appert, qui, lui, se rappelait les observations. Alors, lui, Nicolas Appert, c'est un Français, qui se rappelait les observations faites par Leeuwenhoek, qui avait des organismes vivants. Il s'est rendu compte que cette matière avait tendance, les aliments avaient tendance à se putréfier. Et donc, il s'est rendu compte qu'en le chauffant, s'appuyant également sur les travaux de Spallanzani, qu'en chauffant, on arrivait à conserver pendant longtemps les aliments. D'ailleurs, il avait répondu à un concours qui avait été lancé par la Marine nationale, parce que les marins qui partaient au long cours ne savaient pas trop comment s'alimenter, et donc il était arrivé à proposer une méthode qu'on appelle maintenant la pertisation,
qui donc consiste à chauffer à haute température les aliments. Il s'est rendu compte que si on chauffait ça correctement, si on vissait ça dans des bocaux de verre, les aliments se conservaient. Ce sont les premières conserves. Mais il n'avait pas encore tout pigé de la manière dont ça se passait. Simplement, il avait observé qu'il était possible, en utilisant la chaleur, de conserver les aliments voilà. Mais ce n'était pas du tout un microbiologiste. Et ensuite arrive Pasteur, dont on a déjà beaucoup parlé ici, qui lui démontre que les êtres vivants provoquent la putréfaction de la matière et qu'il n'y a pas de génération spontanée. Et les plus grands savants de son époque, d'ailleurs, le contredisaient. Liebig, qui était un grand chimiste à peu près à la même époque, n'était pas du tout d'accord avec lui, était plutôt d'accord avec Buffon. Donc, ce n'était pas une idée... L'idée reçue, à l'époque, c'était que la matière vivante sortait de la décomposition de la matière et que ce n'étaient pas les micro-organismes qui provoquaient la décomposition de la matière. Alors lui, il a ouvert, Pasteur, le champ de la microbiologie. Ses premiers travaux ont été de montrer qu'il y avait des flores, des micro-organismes qui avaient un intérêt alimentaire, que certains d'entre elles provoquaient la fermentation alcoolique, c'était la levure de bière, qu'on trouve un peu partout, là où il y a du sucre. Si on mettait en contact du sucre et ces ferments alcooliques de la levure, il se formait de l'alcool. Et il a commencé à élucider les mécanismes de fermentation. Et puis, il se formait de l'alcool et puis du gaz carbonique. C'est-à-dire que le sucre était transformé par la levure, d'un côté en alcool et en gaz carbonique. Et puis, il a aussi montré qu'il y avait un autre ferment qu'il appelait le ferment lactique, qui, lorsqu'il était en présence de sucre, il ne se formait pas ni alcool ni gaz carbonique, mais il se formait de l'acide lactique. Alors, on va garder ça à l'esprit, parce qu'on en reviendra tout à l'heure. Ça, c'est un mémoire qu'il a présenté à Lille, à une séance de la Société des sciences en 1857. C'est un mémoire qui s'appelait « Sur la fermentation appelée lactique ». Donc, il avait déjà perçu qu'il commençait à élucider les mécanismes, on dirait aujourd'hui biochimiques, de la transformation de la matière par des micro-organismes en des molécules qui n'étaient pas là initialement. Et puis, il a également noté qu'il y avait des flores qui étaient des flores d'altération. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'était du temps de Napoléon III. La France exportait du vin sur l'Angleterre et on s'est rendu compte que le vin était souvent très... Ça n'allait pas. Il était dégradé, abîmé. Il y avait même des odeurs d'herbes un peu pourries. Donc, évidemment, les Anglais n'en voulaient plus. Et Napoléon III et ses ministres ont demandé à Pasteur, mais est-ce que vous pouvez essayer de me trouver ça ? Et il a fait un mémoire dont vous avez ici le manuscrit, dans lequel il explique que j'ai reconnu que les maladies ou altérations spontanées des vins sont produites par des êtres microscopiques dont les germes existent dans le vin avant qu'ils ne deviennent malades. Alors ça, c'était très intéressant parce qu'ensuite, il a proposé une solution qui était de dire on va chauffer le vin et à ce moment-là, il va plus se dégrader. Avec quand même un problème, c'est qu'une fois qu'on a chauffé le vin, il perd un peu de sa qualité aussi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais néanmoins, il avait déjà montré qu'il y avait des flores d'intérêt alimentaire, donc c'était le bon vivant. Il y avait des flores d'altération, mais qui n'étaient pas dangereuses pour la santé, qui rendaient simplement pas comestibles ou pas buvables les produits. Et puis, mais ce n'est pas lui, mais c'est l'un de ses collègues qui, à peu près un peu plus tard, avait montré qu'il y avait des flores qui étaient dangereuses pour la santé, qui étaient des flores pathogènes. Et notamment, le bacille du charbon, qui est responsable de la maladie du charbon, c'est le premier germe pathogène qui a été isolé chez l'homme. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on ne savait absolument pas que les microbes pouvaient vous rendre malade. On est donc face, et je prends là de l'exemple de moisissure, à 3 types de possibilités d'action des micro-organismes. Dans le cas des moisissures, il y a soit altération, ça vous le connaissez bien, surtout quand le citron est biologique, parce qu'il n'est pas traité. Quand il est traité, ça apparaît moins, mais ça n'a pas forcément d'incidence sur l'intérieur, ça se développe en extérieur. Mais ça, tout le monde a eu un jour une mandarine ou une orange ou un citron qui a une moisissure d'altération. Tout le monde connaît le roquefort, sur lequel je reviendrai, qui trouve son goût grâce au développement d'une moisissure qui donne ces couleurs vertes. Elles sont utiles. Et puis, ce qui est moins connu, ce sont des moisissures qui se développent sur des grains et des graines
notamment qui a été identifié pour la première fois sur la graine d'arachide, parce qu'on avait donné, c'est les Anglais qui avaient donné de l'arachide à manger à des dindons, qui sont tous tombés malades. On s'est demandé pourquoi, et on a découvert que c'était dû à des moisissures qui fabriquent des toxines, qu'on appelle des aflatoxines, qui sont cancérigènes, qui peuvent être très dangereuses pour la santé. On a donc ici, à travers cet exemple des moisissures, moi j'aurais pu le prendre pour les bactéries, 3 types de flore, altération, utile et pathogène. Et tout l'art du fabricant d'aliments, c'est de faire en sorte que se développent des flores utiles, que n'apparaisse surtout pas la moindre flore pathogène, et éviter le développement de flore d'altération. Et on a donc aujourd'hui, si je viens aujourd'hui, ce que l'on connaît, c'est qu'on a donc, d'une part, la flore intestinale, c'est celle dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure. Vous savez qu'on a 2 kilos de bactéries dans l'intestin, 2 kilos, hein, c'est lourd, hein, et qui représente une activité absolument extraordinaire. On a ce que j'ai appelé les malfrats. Campylobacter, Listeria, vous en avez tous entendu parler. Salmonelle, vous en avez tous entendu parler, je pense. Escherichia coli, peut-être un peu moins, certaines souches. Et Campylobacter, c'est mes 4 malfrats dont je vais vous parler ensuite. Et puis vous en avez qui sont très positifs, c'est la levure de bière, c'est le probiotique, c'est des bactéries lactiques. Et puis il y en a qui sont plutôt d'altération, c'est-à-dire qui ne sont pas dangereuses pour la santé, mais qui vont dégrader les propriétés organoleptiques, soit de texture, d'aspect, de goût, de saveur, d'odeur des aliments. Ce sont par exemple les Pseudomonas et les leuconostocs. Hein, voilà les grandes familles. Alors moi, je ne vais pas vous parler des flores d'altération. Hein, je vais vous parler d'abord de mes malfrats, de mes 4 malfrats, et puis ensuite je vous parlerai des flores utiles, et puis voir comment on gère tout ça. Alors, la première, c'est Campylobacter. Campylobacter, on la trouve, c'est un... Bon, vous avez son image, hein, elle se développe en 2-5 jours, ça provoque des gastroentérites. Il y a chaque année en Europe, hein, c'est en Europe, 250 000 cas avec 62 décès. Hein, et ça se trouve surtout dans des viandes insuffisamment cuites et surtout dans les viandes de poulet. Il faut faire attention, bien que maintenant on a des systèmes sécuritaires très élaborés, hein, relativement très sûrs. Néanmoins, il vaut mieux faire cuire à cœur le poulet, il ne vaut mieux pas le manger trop saignant, si je peux dire, mais ça, ce n'est pas d'habitude, parce qu'il peut y avoir Campylobacter avec ses conséquences. Donc ça, c'est le premier de mes malfrats. Le deuxième, c'est les salmonelles. Alors vous connaissez bien, 95 000 cas en Europe, 128 décès, et on les trouve surtout dans les œufs qui auraient été cassés, parce qu'en fait, c'est sur l'extérieur. Alors, si vous avez un œuf que vous avez acheté, qui est intègre, à l'intérieur, il n'y a pas de salmonelle. C'est en périphérie. Mais par contre, si vous achetez des produits industriels qui contiennent, par exemple, des crèmes glacées, des choses comme ça, dans lesquelles les œufs ont été cassés, mélangés et tout, il peut y avoir eu un contact avec la coquille de l'œuf, et à ce moment-là, il peut y avoir contamination. C'est pour ça qu'il y a eu parfois des accidents. En particulier, il y a eu une firme allemande, il y a une quinzaine d'années, une bonne vingtaine d'années, qui a disparu parce qu'elle a fait des pâtes aux œufs. Les œufs venaient de Russie, étaient passés par l'Autriche avant d'arriver en Allemagne. C'était des poudres d'œufs. Et ça provoquait, en raison des intoxications provoquées, la disparition de la société. Ouais. Donc, vous voyez, là, je vous ai mis fièvre, d'arrêt. Bon, normalement, c'est pas dramatique. Les suivantes sont plus dangereuses, mais moins nombreuses. Le Listeria, 2500 cas, c'est quand même peu en Europe, mais par contre, 10% de décès. Et le problème de la Listeria, que vous avez là, qu'on va trouver surtout dans les fromages au lait cru, hein, on l'avait trouvé, et dans les rillettes, ça se trouve aussi, dans les pâtés, son problème, c'est qu'elle se multiplie à 4 degrés. C'est-à-dire que si vous avez un produit contaminé par Listeria et que vous le mettez dans le frigidaire, elle continue à se multiplier, alors que les autres s'arrêtent. Donc ça, elle est un peu fourbe, celle-là. Et par contre, elle est très dangereuse puisqu'elle peut provoquer une infection du sang, une infection du système nerveux, des avortements. Elle est mortelle dans 20... Là, il y a 10% des cas, ça me paraît même léger. C'est 20 à 30, on dit souvent 20 à 30% des cas. Donc, Listeria est particulièrement dangereux et il faut faire particulièrement attention à la conservation de certains produits... enfin, les fromages... Alors, c'est d'ailleurs pour cette raison que les États-Unis refusent les fromages au lait cru. Parce qu'ils ont peur de Listeria. Et puis le dernier, c'est l'Escherichia coli, une souche qui fabrique une toxine, la toxine Shiga,
qu'on trouve notamment dans le steak haché. Et là, il y en a eu 6500 cas en Europe, 10 décès. Alors, on peut se demander la question. Alors, donc, il faut faire cuire à fond le steak haché. Hein, il ne faut pas le manger saignant pour éviter des risques d'intoxication. Par contre, le steak n'a pas de problème si on le fait cuire à point de chaque côté. Pourquoi? Parce que lorsque la contamination est en périphérie. Si je fais cuire mon steak de chaque côté, je vais tuer les microbes de surface. Et l'intérieur, je n'ai pas de souci. Si je fais une viande hachée, je vais tout mélanger. Et donc, les steaks, les micro-organismes de surface vont se retrouver à l'intérieur. Et à ce moment-là, ça va contaminer. Et on avait proposé à une époque de l'irradiation pour lutter contre cette bactérie qui était autorisée, mais qui a été repoussée parce que sous la pression des consommateurs, irradiation veut dire énergie atomique, atomique veut dire etc. etc. Et donc, alors que c'est un système extrêmement efficace. Donc voici nos 4 principaux aliments. Mais alors, ce qui est intéressant de noter, on parle souvent de contaminants biologiques ou de contaminants chimiques. Par exemple, on va être contaminé par un pesticide, disons le glyphosate, puisque c'est à la mode. Quand on prend un aliment, il a une contamination. Cette contamination reste constante. Elle ne va pas augmenter. Si j'achète une pomme qui aurait été contaminée, je peux garder ma pomme 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, le niveau de contamination va être le même. Si je prends une contamination par un micro-organisme, eh bien, toutes les 45 minutes ou toutes les heures, ça va se multiplier, le micro-organisme, il vit. Donc, si je pars de 1, je vais très rapidement avoir des milliers et des milliers de microbes. Tandis que si je pars d'une contamination chimique, je ne vais en avoir qu'une à la fin. C'est la première différence. La deuxième différence, et ça c'est plus pernicieux, c'est que la contamination biologique, elle a des effets rapides. Je prends quelque chose qui est contaminé, j'attrape une bonne colique, je me rends compte dans les 2 ou 3 jours. La contamination chimique, sauf peut-être si c'est à haute dose d'arsenic, mais c'est quand même rare dans les aliments, il y a un effet retardé, c'est-à-dire que c'est le cumul qui peut, au bout de 10, 15, 20 ans, poser des problèmes. Lorsqu'on dit, par exemple, les pesticides peuvent provoquer le cancer, ce cancer-là, on ne va pas l'avoir aujourd'hui. C'est comme les cigarettes, finalement. Si je fume aujourd'hui, si je fume demain, les effets, ils vont avoir lieu 15, 20, 30 ans après. C'est la même chose pour les produits chimiques. Donc, c'est beaucoup plus difficile à détecter les effets, alors que les effets des effets biologiques sont plus facilement identifiables. Et ça, c'est une différence très importante. Alors, je vous ai rappelé sur ce tableau simplement le nombre de cas que je vous indiquais déclarés ou pas en Europe. Hein. Alors, c'est les cas déclarés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas davantage. Ça veut dire qu'en fait, qu'un malade est allé voir un médecin, on a identifié la cause et on sait parfaitement que, en fait, les chiffres sont... C'est pas les décès. Je ne pense pas que les décès soient plus élevés. Mais par contre, les contaminations sont sûrement nettement plus importantes. Hein. C'est très probable. Et il faut rappeler quand même qu'au début du XXe siècle, tous les jours, il y avait 10 nourrissons qui mouraient parce qu'ils avaient bu du lait infecté de mauvaise qualité. 10 par jour. Je mets ça en parallèle avec la crise Lactalis hein, que vous avez suivie dans la presse, hein, sur les laits pour enfants contaminés par les salmonelles. Et c'est tout à fait scandaleux la manière dont, je crois, dont l'entreprise a géré ça. Mais ça a fait 30 nourrissons malades. Hein, ça n'a pas fait un mort. Là, ça en faisait 10 tous les jours. Alors, on a quand même progressé, mais il y a toujours une petite marge de progrès. Alors, on calcule parfois l'incidence. Mais l'incidence, c'est quels sont les impacts de ces micro-organismes sur la santé. Alors, il y a deux manières, il y a 2 choses qu'il faut juger. C'est, d'une part, le niveau de contamination, et d'autre part, la gravité de la contamination. Et alors, lorsqu'on réunit les deux, bien, on voit que, par exemple, pour coli et pour listeria, il y a peu de contamination, mais c'est beaucoup plus sévère, et les spécialistes ont dit que l'impact, il est 6. Pour Campylobacter et Salmonelle, l'incidence est beaucoup plus fréquente, mais la sévérité est plus faible, et ils en concluent que l'impact est de même nature.
Alors, ce sont des repères que se donnent les toxicologues, que se donnent les microbiologistes, que se donnent les responsables de la santé pour savoir sur quoi il faut préférentiellement lutter. Simplement, je voulais vous dire qu'il ne fallait pas oublier dans le monde le danger de l'eau. Là, on a parlé d'aliments. L'eau, les diarrhées dues à une eau contaminée dans le monde, Dieu merci, pas en France, mais dans le monde, c'est 2 à 2,5 millions de personnes suivant l'Organisation mondiale de la santé. Le premier risque grave, ce n'est pas l'aliment. Surtout que l'aliment, souvent, il est cuit, ou alors il est fermenté, etc. C'est l'eau. Alors, nous, on n'a pas ce problème chez nous. D'ailleurs, petite parenthèse, l'Académie de pharmacie avait publié un rapport il y a 2-3 ans disant que l'eau minérale était plutôt moins bonne pour la santé, était plutôt inférieure en qualité à l'eau du robinet. Et alors ensuite, il y a une question de goût, parce que l'eau du robinet, elle a parfois un goût qu'on n'aime pas beaucoup. Mais au point de vue sanitaire, l'eau du robinet est plutôt supérieure à l'eau minérale. Et elle vaut 300 fois plus cher. Je ferme ma petite parenthèse. Mais chacun est libre de prendre ce qu'il veut. L'industrie. Alors, un tout petit peu d'histoire aussi. J'aime bien ce texte qui est extrait d'un livre écrit par un journaliste qui avait fait une enquête sur la manière dont on fabriquait les saucisses à Chicago. Alors, vous voyez quand même, dans les saucisses, on mettait de la viande, on ajoutait... Les ouvriers avaient sué, craché, contaminé. Les rats étaient tués avec poreux, etc., avec du poing empoisonné. Le tout était broyé ensemble. C'était des conditions de fabrication qui aujourd'hui seraient difficilement acceptables, je crois. Ça aurait quelques peines. Et c'est à l'occasion de ce livre, paru en 1905, que dans les pays occidentaux ont été mis en place des agences, des services destinés à veiller à ce que les aliments qu'on offre aux consommateurs soient de bonne qualité. Il a fallu attendre ça. Et d'ailleurs, à la fin du XIXe siècle, il y avait le vétérinaire en chef du service de la santé en France qui avait fait un rapport pour les députés et qui avait expliqué, quand même, il y a beaucoup de pauvres autour de nous qui n'ont pas de quoi manger. Je vois qu'on jette un tas de viande avariée, c'est quand même scandaleux, il faut mieux leur donner. Et voilà, c'était sa déclaration devant l'Assemblée qui n'avait pas tellement réagi d'ailleurs, parce qu'effectivement, il fallait bien nourrir les malheureux qui n'avaient rien à manger. Donc il y a quand même un assez profond changement de mentalité. Au Moyen-Âge, donc déjà on se préoccupait quand même des affaires, il était précisé, il est interdit, donc c'est parce que ça se faisait, d'ajouter dans les charcuteries des chairs puantes, des poissons corrompus et du fromage moisi. Là, c'était au Moyen-Âge. Mais donc déjà, à l'époque, on avait conscience que ces pratiques avaient des problèmes. On ne savait absolument pas d'où ça venait, mais on se rendait compte qu'il y avait des gens qui étaient malades dans ces cas-là, et il avait été nécessaire de l'interdire. Et je vous le disais, après, il y a d'abord en 1902, c'est intéressant parce que c'est une loi qui s'est référée aux travaux de Pasteur, et qui a demandé aux maires, mais sans trop dire comment, de lutter contre les maladies évitables telles qu'elles résultent de la science pasteurienne. C'est-à-dire que, suite à Pasteur, on avait donc vu qu'il y avait des micro-organismes pathogènes, et déjà, on demandait de vouloir les éviter. Et loi de 1905, qu'on a toujours en fonction, il fallait que les produits soient sains, loyaux et marchands. C'est-à-dire qu'ils ne vous empoisonnent pas, en gros. Voilà. Pour lutter contre ça, on a 3 manières. On peut tuer les micro-organismes, on peut réduire leur activité, on peut éviter leur contamination. C'est les 3 manières. J'évite que ça soit contaminé, bon, c'est parfait. Ou bien j'empêche les micro-organismes de se multiplier, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ou bien je les tue. Alors pour les tuer, on va aller vite. Bien, les techniques les plus classiques, les plus anciennes, elles sont dérivées des travaux de Pasteur. C'est par la chaleur. La pasteurisation qui se fait vers 60-70 degrés, qui ne tue pas toute l'activité, mais qui supprime les pathogènes, et la stérilisation, elle, qui supprime toute activité. Par exemple, le lait UHT, c'est un lait stérilisé et qui peut se conserver à température ordinaire parce qu'il n'y a plus le moindre organisme vivant à l'intérieur. Une autre technique, je vous l'ai mise là, c'est la radiation, l'ionisation, qu'on avait utilisée pour protéger les steaks hachés,
qui n'est plus autorisé. Il est autorisé dans certains cas, par exemple pour protéger les épices, dans lesquelles il y a souvent beaucoup de contamination. Vu d'où ça vient et le cheminement que ça a, il peut y avoir beaucoup de contamination. On a le droit de traiter les épices de cette manière. Et puis il y a une technique dont je vais vous parler un tout petit peu, parce que le reste, bon, ionisation, c'est un peu pour mémoire. Pasteurisation, stérilisation, vous connaissez, c'est bien classique. C'est quand vous faites des confitures, vous faites de la stérilisation. Pression, ce qu'on appelle la pascalisation. C'est une notion récente que je vais vous expliquer. Depuis peu de temps, on s'est rendu compte qu'il était possible de tuer les microbes en les soumettant à de très fortes pressions, qui sont à peu près 600 fois supérieures à la pression atmosphérique, environ. Alors comment ça marche? Eh bien, les produits, par exemple ici, c'est un jus de fruits que vous avez ici. C'est un jus de fruits qui rentre dans une chambre, alors c'est en discontinu, et à l'intérieur de laquelle on va exercer une pression de 600 bars. Et ça va tuer les micro-organismes, mais ça ne va pas affecter les qualités organoleptiques, ça ne va pas affecter la composition biochimique du produit. Et donc ce sont des produits qu'on commence à trouver. Le guacamole, actuellement, si le guacamole que vous achetez dans le commerce ne brunit pas, alors que quand vous prenez un avocat, si vous le coupez et vous le laissez, au bout de quelques heures, il est devenu brun parce qu'il y a une enzyme qui agit, eh bien, en traitant le guacamole par cette technique de haute pression, eh bien, on tue les enzymes, on supprime les micro-organismes et donc on a un produit qui reste stable, qui garde son goût, qui ne se change pas de couleur. De même, maintenant, il y a des jus de fruits qu'on commence à avoir et qui sont traités comme ça, même les huîtres. Il y a des huîtres qui sont traitées de cette manière. Le tout, c'est qu'il faut mettre ça dans un sac comme ici et on l'envoie dans la machine. Donc ça, c'est une technique qui est peu développée, mais il doit y avoir en Europe quelque chose comme 600 machines pour faire ce type de traitement. Hein, il y en a également aux États-Unis. Donc l'avantage, c'est qu'on tue les micro-organismes, mais on conserve un peu les caractéristiques initiales du produit. Deuxième méthode, donc là je tue. La deuxième méthode, c'est de préserver les aliments en diminuant l'activité des micro-organismes. Alors il y en a que vous connaissez bien, c'est le froid, hein, dans le réfrigérateur, voire le congélateur. L'activité de l'eau, je vais vous expliquer ce que c'est, que l'on modifie en séchant. La présence ou non d'oxygène, ben ça vous trouvez parfois des salades sous CO2, c'est pour éviter sous gaz carbonique, hein, qui sont vendus de dioxyde de carbone, qui sont vendus pour éviter, comme il n'y a pas d'air, les micro-organismes ne se développent pas. La durée, bien sûr, c'est la date limite dont je vais vous parler. Si on reste trop longtemps, ben, ils vont se multiplier s'il y en a, et ça va devenir dangereux. L'acidité du milieu, ça je vais longtemps en parler, c'est la fermentation, et les conservateurs. Je vais vous expliquer cette notion d'activité d'eau qui est intéressante à comprendre. Quand vous avez un aliment, l'eau est sous trois formes. Elle est sous trois formes. Il y a une eau de constitution, c'est-à-dire qu'elle fait partie intégrante est associée aux molécules, c'est lié aux molécules. Et si je l'enlevais, celle-là, les molécules changeraient de nature. Donc elle est constitutive, elle n'est pas réactive. Il y en a une qui est absorbée en surface, et celle-là est également très peu réactive, et les micro-organismes n'y ont pas accès. Et puis il y a l'eau libre. Alors vous comprenez bien, par exemple, si je prends un jus de fruits, il y a énormément d'eau libre. Si je prends un fromage, il y en a déjà beaucoup moins. On le sent un petit peu, bon, sans être chimiste ou physicien. Et en fait, ce qu'on appelle l'activité de l'eau, c'est la part de l'eau libre dans le produit qui est disponible pour la croissance des micro-organismes. Et celle-là, on sait la mesurer. Elle est comprise entre 0 et 1. Hein, on sait le mesurer. Et ce qui est important, ce n'est pas la teneur en eau du micro-organisme, c'est l'activité de l'eau. Ce n'est pas la teneur en eau de l'aliment, c'est l'activité de l'eau dans l'aliment. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez qu'ici, et en fonction de l'activité de l'eau, mes trois microbes ne se développent pas de la même manière. Les bactéries, il leur faut une activité d'eau au moins supérieure à 90. Au-dessous, elles ne se développent pas. La levure, elles apparaissent à 80. Les moisissures, à 70. Et une confiture qui est pas très bien stérilisée et dans laquelle il reste des moisissures, comme l'activité de l'eau
est à peu près à ce niveau-là, vous voyez apparaître dans vos confitures des moisissures, mais vous n'avez pas de levure, vous n'avez pas de bactéries, parce que l'activité de l'eau est trop faible. Et donc on va agir sur cette activité de l'eau. Par exemple, quand je mets du sel, et tout le monde sait que le sel conserve, c'est que j'agis sur l'activité de l'eau. Je ne change pas la quantité d'eau, mais en présence de sel, l'eau devient moins active. Lorsque je fume, ça n'élimine pas forcément l'eau dans le fumage, mais ça modifie l'activité de l'eau et l'eau devient moins active, donc les micro-organismes se développent moins. Donc pour les professionnels, ce qui est important, c'est moins la teneur en eau que l'activité. Je pense que vous l'avez compris. Mais on pourra y revenir. Alors ensuite, on peut également mettre des conservateurs. Alors ça, les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas. Hein. C'est des agents qui s'opposent au développement des flores, flores d'altération ou flores pathogènes. Alors ce sont, je vous en donner quelques-uns ici. Par exemple, dans le vin, on met de l'anhydride sulfureux, j'y reviendrai tout à l'heure. Ou bien il y a des acides, certains qu'on ajoute, certains... alors même dans les aliments biologiques, vous avez des conservateurs. Hein. Il ne faut pas croire qu'il n'y a aucun additif dans les aliments biologiques. Hein. Vous en avez une cinquantaine d'autorisés. Hein. Ils ne sont pas tous absents. Donc c'est une méthode. Ça, c'est pour jouer, sur la vitesse à laquelle les micro-organismes vont pouvoir se développer. Hein. D'abord, je tue tout, mais ça a des effets organoleptiques. D'ailleurs, dans le lait UHT, si c'est demi-écrémé, c'est parce que la manière dont ils sont traités, si j'avais laissé 100% de gras, ça donnerait du mauvais goût. Donc je suis obligé d'enlever un peu de graisse pour qu'il n'y ait pas un mauvais goût qui se développe au cours de cette opération de ultra haute température. C'est 130 degrés pendant une trentaine de secondes. Et puis la troisième méthode, c'est celle qui est de plus en plus pratiquée par le monde industriel, c'est d'éviter la contamination. Et donc il y a des procédures drastiques dans l'industrie alimentaire d'hygiène pour éviter les contaminations. Soit, bien sûr, se laver les mains, avoir des vêtements propres, avoir des calottes, nettoyer. Il y a même parfois, comme on trouve dans des hôpitaux, des rideaux d'air pour éviter, dans des chambres stériles, pour éviter des contaminations lorsqu'on manipule les produits. Vous ne verrez jamais, vous voyez comment sont habillés les travailleurs dans une chaîne de fabrique de steak haché. Il y a énormément de précautions pour éviter ces contaminations. Et d'ailleurs, maintenant, vraiment, je crois que la quasi-totalité des entreprises se méfient parce que s'il y a contamination grave, ça provoque la disparition de la maison. Hein. Ces précautions ne sont pas toujours prises à la maison, par contre. Hein. Tout le monde ne se lave pas toujours les mains avant de faire la cuisine. Et alors, je suis parti, j'ai pris le métro, je me suis tenu à la barre, j'arrive chez moi, je commence à faire ma cuisine sans me laver les mains, je vais contaminer. C'est-à-dire que je risque en tant que consommateur d'être un agent de contamination beaucoup plus efficace par rapport à ce que fait l'industrie avec beaucoup plus de précautions. Alors il y a quand même toujours des moments où ça se passe mal parce qu'on n'a pas bien suivi la procédure. Et ce que faisaient souvent les inspecteurs lorsqu'ils arrivaient dans une usine, maintenant c'est plus nécessaire. Mais la première chose qu'ils allaient voir dans une usine, c'est d'aller voir les toilettes. Et suivant l'état des toilettes, ils pouvaient juger de l'état d'hygiène de l'entreprise. Hein, et c'était D'ailleurs, on peut faire ça un peu partout. D'ailleurs, dans un restaurant, on peut également avoir le même jugement. Hein. Alors, juste un petit mot, parce que toutes ces précautions qui ont été prises, soit de stériliser complètement, soit d'éviter la multiplication, soit d'éviter la contamination, mais ça entraîne les entreprises à vous indiquer la durée de vie de l'aliment. Et l'une des informations qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle la date de durabilité minimale, hein, qui s'appelait autrefois la date d'utilisation optimale. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut consommer de préférence avant le. Ça veut dire que vous pouvez consommer après. Il n'y a pas de souci. Mais ça aura peut-être perdu un peu sur le plan du goût, sur le plan de l'aspect, sur le plan du plaisir qu'on a à manger le produit. Il peut y avoir une évolution des caractéristiques sensorielles du produit, mais par contre, il n'y a aucun danger.
au point de vue du pathogène. Donc, à consommer de préférence avant le, vous pouvez très bien le consommer après le, sans souci. Par contre, l'autre indication qui est à consommer avant le ou à conserver entre tel et tel degré, c'est un impératif qui vous est fait. C'est-à-dire que vous risquez vraiment, si vous dépassez cette date, compte tenu que les micro-organismes continuent toujours à se multiplier un peu, surtout si vous les avez laissés d'ailleurs dans votre voiture après avoir fait les courses, au soleil, dans le coffre. Alors ça, c'est une date qu'il faut respecter. Il faut respecter cette chaîne du... En plus, chacun d'entre nous doit respecter la chaîne du froid tant qu'il achète, mais il ne faut pas dépasser cette date. Donc, différence entre date limite de consommation à ne pas dépasser, c'est toujours bien écrit, ou consommer de préférence avant. Mais il y a un cas qui pose problème, c'est le yaourt. Parce que le yaourt, si vous regardez bien, il vous indique, c'est coquin, que c'est une date limite de consommation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas consommer après, par exemple, aujourd'hui, on va en acheter un et on va marquer « ne pas consommer après le 5 mai ». Oui, mais il n'y a aucune raison, parce que, on verra tout à l'heure, le yaourt, c'est un produit acide qui a été fabriqué en mettant le lait en contact avec des bactéries lactiques. Et en milieu acide, les pathogènes ne se développent pas. Donc, ça ne devrait jamais être une DLC, ça devrait être une date optimale. Donc, le yaourt, vous pouvez sans problème dépasser la date limite de consommation. Mais il ne faut pas le faire pour des rillettes, il ne faut pas le faire pour du saumon, il ne faut pas le faire pour du jambon. Et en dépit d'une certaine pression qui est exercée, je ne sais pas si on l'aura un jour, on convoit toujours une DLC sur les yaourts, ce qui n'est pas du tout normal, parce qu'il y a des gens qui les jettent alors qu'il n'y a aucune raison de la jeter, si ça sera peut-être un petit peu plus acide. Ce sera l'avantage pour ceux qui ont des problèmes de lactose, qui sont sensibles au lactose, d'avoir moins de lactose. Parce qu'il y a des bactéries lactiques, elles métabolisent le lactose, donc on en aura moins. Donc de ce point de vue-là, ça sera préférable. Et d'ailleurs, petit conseil, là, pour ceux qui ont des problèmes de sensibilité au lactose, vous avez intérêt à sortir votre yaourt la veille, de le mettre sur la table, parce que la température va monter à 25 degrés, les bactéries lactiques vont repartir, vont attaquer le lactose, et vous en aurez beaucoup moins. Voilà. Et puis, changeons de côté, c'est ce que je dis après, moi qui suis fanat de cinéma, qu'après le côté obscur, c'est le côté lumineux de la force qui nous arrive. Et les fermentations, nous disait Pasteur, sont œuvres de vie. Et sont œuvres de bonne vie. Alors, je ne sais pas, j'ai mis 5 aliments, là, une tranche de brie, un saucisson, un yaourt, un pain au levain, une choucroute. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces aliments? Pourquoi est-ce que je les ai mis ensemble? Ils sont fermentés, et ils sont fermentés avec tous des bactéries lactiques. Le saucisson, c'est un fromage de viande. C'est un fromage de viande, le saucisson. Et ça se conserve très bien, le saucisson. Pas de problème, vous pouvez vous le conserver autant de temps que vous voulez. Parce qu'on est en milieu acide. Il peut y avoir une certaine activité d'eau, mais il y a un milieu acide qui va bloquer le système. Le pain au levain, c'est des bactéries. Ce qui va différencier le pain au levain du pain ordinaire, c'est qu'il y a du levain lactique. La choucroute, c'est l'archétype de la fermentation lactique. Et le fromage également. Alors, je vais essayer de vous parler de tout ça en vous rappelant que beaucoup des aliments que nous mangeons aujourd'hui sont des aliments qui sont tous issus de la fermentation. Le pain, alors je vous ai donné la liste là. Le pain, on a des bactéries et des levures en action. Pas toujours, hein, quand c'est du pain au levain. Quand c'est du pain, la baguette, c'est que des levures. Le fromage, ce sont des bactéries. Le yaourt, des bactéries. Le vin, il y a les deux. L'alcool, il n'y a que des levures. Le saucisson, c'est comme le fromage. La choucroute, et même le café, même le chocolat. Alors, ce n'est pas dans le produit fini, c'est pour fabriquer, pour dégager les produits du fruit, pour isoler ce qui est intéressant, j'y reviendrai. Les légumes fermentés, les olives, les cornichons, le manioc, j'y reviendrai, tout ça, c'est des produits dans lesquels on fait intervenir des produits de fermentation. Et on estime qu'à peu près, dans notre alimentation, 30-35% de ce qu'on mange sont des produits au cours duquel sont intervenus des phénomènes de fermentation. Donc, si on n'avait pas ce bon vivant, ces amis de microbes, on n'aurait pas tous ces produits. Un tout petit peu, je ne veux pas être trop compliqué, je serai déjà un peu plus dans le vin tout à l'heure, simplement pour vous expliquer le système de la fermentation.
Quand je prends ce que j'appelle une matrice alimentaire, c'est-à-dire un aliment, hein, c'est un mot un peu savant, mais ça représente la complexité de ce qu'est un aliment. Hein. Il peut y avoir à la fois des ferments qui sont présents dans les produits venant de l'agriculture. Hein, ce sont des produits, c'est ce que j'appelle des ferments, des microbes endogènes qui sont ramassés avec la récolte. Et puis, vous avez des ferments qui ont été sélectionnés que l'industrie de la levure ou des micro-organismes sur lesquels ils ont travaillé pour améliorer leurs propriétés par des croisements, par génétique, etc. Et ce sont des ferments sélectionnés. Les ferments vont avoir deux effets. Ils vont d'une part fabriquer des enzymes. Les enzymes, ce sont des protéines qui sont des catalyseurs, qui favorisent la formation de certaines réactions chimiques, qui soient sélectionnées ou endogènes. Et puis, vous avez l'action directe de fermentation sur la matrice. C'est-à-dire que le fait d'avoir des ferments présents naturellement. D'ailleurs, quand les Égyptiens faisaient du pain ou du vin, ils le faisaient à partir des ferments endogènes, puisqu'ils le faisaient, ils ne savaient même pas que c'était des ferments, hein, mais ça se faisait à partir de ce qui était présent. Maintenant, on met des ferments sélectionnés. Donc ça va soit fabriquer des enzymes qui vont transformer ensuite, à travers des réactions biochimiques, la composition de cette matrice, soit agir sur cette matrice par fermentation lactique ou alcoolique pour donner des aliments ou des boissons. Et ce double effet de l'action des enzymes, qui viennent en grande partie des ferments, et d'action directe de fermentation, ça va nous provoquer chez les aliments de nouvelles textures, de nouveaux goûts, de nouveaux arômes, parfois une valeur santé différente, de la conservation, etc. Alors, je vais prendre un petit exemple dans le cas du vin, parce que je vous rappelais tout à l'heure que Pasteur était à l'origine de la microbiologie du vin. Eh bien, du temps des Égyptiens, ben, c'est un empirisme que je dis contrôlé. On laisse faire la nature, mais on l'aide un petit peu quand même. Hein. Il y a des procédés artisanaux, issus de l'expérience, qui ont montré qu'il fallait faire comme ceci ou comme cela, que ce soit mieux. Donc, on avait une flore endogène. Pasteur nous fait rentrer dans la microbiologie et la biochimie du vin. 1980, nouvelle étape. On sait comment fonctionnent les organismes vivants, on connaît les gènes et on sait comment agir sur ces gènes et on sait faire des sélections plus orientées. Aujourd'hui, dans nos fermentations, on va utiliser surtout des ferments. Ce qu'on veut, c'est avoir des produits contrôlés, reproductibles, à coût défini, sans accident de fabrication. Donc, il est préférable, au niveau industriel, d'utiliser des ferments sélectionnés parce qu'on sait mieux ce qui se passe. On va contrôler l'acidité, la température, qui sont des facteurs dont dépend la croissance des organismes. On va élucider la manière dont ça fonctionne et on va avoir des produits standardisés. Dans le cas de la vinification, eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, Pasteur, il a vu le rôle des levures. 20 ans plus tard, Hansen arrive à cultiver des levures, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va pouvoir cultiver à part les levures et les rajouter, au lieu de prendre celles qui sont naturellement présentes. 1890, on inicule des mous. 1970, il faut attendre 1970 pour que l'ajout de levure soit systématisé. Et pratiquement aujourd'hui, on ne fait plus de vin sans ajouter des levures. On ne prend pas celles qui sont naturellement présentes. Et à partir de l'an 2000, on sait améliorer les caractéristiques des levures. Alors aujourd'hui, ça nous donne ça. Ah oui, bon, simplement, je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'était que Pasteur nous avait expliqué quel était, nous a expliqué à l'Académie des sciences, un procédé pratique de conservation des vins, mais il fallait chauffer à 50-60 degrés, ce qui n'était pas l'idéal. Ça sera le seul schéma compliqué. Donc on va y passer 3 minutes, excusez-moi, mais c'est simplement pour illustrer la complexité d'un système fermentaire. J'ai pris le cas du vin, parce que c'est Pasteur qui est à l'origine, j'aurais pris le cas du fromage, j'aurais pu prendre le cas du pain, qui est un peu plus simple, et d'autres. Au départ, on a dans le raisin que j'ai pressé, j'ai du sucre. J'ajoute des levures qui sont ici, et ces levures vont se multiplier au fur et à mesure qu'elles consomment le sucre qui va diminuer, et le sucre va se transformer en alcool. Donc l'opération de base, c'est je mets des levures,
qui se développe aux dépens du sucre, qui lui-même est transformé en alcool avec du gaz carbonique qui se dégage. En même temps, on va avoir surtout dans les vins rouges des bactéries. Naturellement, on a dans le jus de raisin de l'acide malique qui est très acide, et ces bactéries vont transformer en acide lactique, ce qui rendra le produit moins acide. Donc on va d'une part faire agir les levures de manière contrôlée, et on va veiller à cette fermentation qu'on appelle malolactique. Et pendant ces opérations de fermentation et d'action des enzymes, eh bien, les molécules présentes dans le raisin, notamment des acides aminés et des sucres, vont se transformer pour donner des arômes de beurre, de banane et d'un tas de trucs. Donc tous les arômes vont venir là. Mais il peut y avoir des accidents. Il y en a un qui est bien connu, vous laissez du vin à l'air libre, ça se transforme en vinaigre. Donc il faut éviter que les bactéries nous transforment notre éthanol en vinaigre. D'autre part, il peut y avoir des contaminations par une levure qui s'appelle Brettanomyces, qui a été bien connue, qui provoque des goûts d'herbes pourries. Ce sont des levures qui peuvent également provoquer ces dégradations. Donc je fais d'une part ma fermentation alcoolique, ma fermentation lactique, et j'évite la fermentation acétique ou l'action des levures. Et pour ça, eh bien, j'ajoute un peu de SO2, d'anhydride sulfureux, et les vins sont pratiquement tous sulfatés. On a tous mis de l'anhydride sulfureux, pratiquement dans tous, sauf dans certains, mais pratiquement dans tous, pour éviter le développement de ces mauvaises bactéries. Donc vous voyez que le système est relativement complexe, et aujourd'hui, la manière dont on fait le vin, dans les chais, on contrôle en permanence l'évolution des fermentations, la température, et en plus, on utilise maintenant des levures qui sont tout à fait sélectionnées. Et notre qualité de vin, eh bien, voilà les nutriments de départ que j'avais dans mon raisin, toutes les réactions qui interviennent, et les produits, éthanol, arômes fermentaires, et également des arômes variétaux, puisque, fonction du cépage, les arômes ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, diversité des arômes. Et aujourd'hui, les viticulteurs, les œnologues, ils ont à leur disposition 200 souches de levures commerciales sélectionnées. Et suivant les levures qu'ils utilisent, ils ne vont pas avoir les mêmes arômes, même peut-être la même fermentation, parce qu'au fur et à mesure que l'alcool se développe, ben les levures, ils n'aiment pas l'alcool. Donc, ça peut arrêter la fermentation. Donc, ils ont sélectionné des levures qui, si on veut avoir un vin très sec, donc pas de sucre du tout, on va prendre des levures qui résistent à l'éthanol, de manière qu'au fur et à mesure que le taux d'éthanol augmente, elles ne s'arrêtent pas de réagir. Donc les œnologues aujourd'hui, ben, ce sont de grands biochimistes, de grands spécialistes de la microbiologie, et tout ça fait que, par exemple, dans le Languedoc, moi j'en viens, où on avait il y a 30 ans des vins qui étaient vraiment des vins sans aucun intérêt, aujourd'hui, grâce au changement des cépages, mais surtout grâce aux techniques de vinification, on a des vins qui sont de qualité vraiment tout à fait agréable et satisfaisante. Ben, sur le fromage, ben, j'ai la même chose. Hein. Sur le fromage, eh bien, je vais pouvoir utiliser des écosystèmes microbiens, des pénicilliums, ça ce sont des moisissures pour le roquefort. En surface, pour le camembert, c'est un autre pénicillium qui va nous faire ce petit aspect ouaté en surface du camembert. Pour avoir des trous dans le gruyère, il n'y a pas de trou, hein, vous savez. Hein, le gruyère n'a pas de trou. Dans les mentales, il y a des trous. Donc ça, c'est des mentales. Ce sont des bactéries probioniques qui vont fabriquer des trous. Dans un fromage de chèvre, on va avoir un géotrichome. Alors, à chaque fromage, sa souche pour orienter les goûts, la spécificité, l'aspect, etc. Cet exemple est intéressant parce que, je vous disais tout à l'heure, on a besoin de fermentation pour fabriquer pour avoir du chocolat ou avoir du café. Ben, dans le cas des fèves de cacao, le grain, il est là. Et il est entouré d'un mucilage qui va tout coller. Et on voit, il y a une espèce de pulpe autour. Eh bien, on utilise des levures qui, par fermentation alcoolique, vont éliminer le mucilage et tuer l'embryon qui va éviter d'avoir une fermentation. C'est l'alcool qui va tuer l'embryon. Ça va en même temps un peu modifier la composition chimique. Il y a des bactéries qui agissent
pour modifier, pour abaisser le pH. Et on a, à partir de cette graine dans son fruit, entouré de mucilage, un produit qui a une nouvelle couleur et de nouveaux arômes. Et pour le café, c'est pareil. C'est-à-dire que, et alors, il y a un autre exemple encore plus intéressant, c'est le manioc. Le manioc n'est pas qui est très consommé, notamment en Afrique, hein, et en Amérique latine. Ce sont des racines qui, telles quelles, ne sont pas consommables parce qu'elles contiennent des produits cyanogétiques, hein, proches du cyanure. Donc, il faut le broyer, le cuire et le faire fermenter pour éliminer les substances toxiques. Et à ce moment, alors ça, très traditionnellement, les paysans africains ou d'abord sud-américains laissaient fermenter parce qu'ils s'étaient rendus compte que les produits, ça a dû être un peu par hasard, hein, les produits ont été laissés, il y en a qui devaient être bons, les autres pas bons, etc. Eh bien, ça ramollit, ça acidifie, ça détoxifie. Et donc, maintenant, ça se fait maintenant de manière industrielle. Le manioc, il faut le traiter si on veut. Alors là, il y a une petite histoire amusante, c'est que ces produits, c'est des produits amers, ces produits cyanogénétiques. Donc, en plus, ça désamérise. Alors, on avait pensé de sélectionner des maniocs désamérisés en supprimant la molécule. Non, je dis une bêtise parce que le manioc, c'est pas pour le manioc. Alors, excusez-moi, je dis une bêtise, j'arrête. C'est pour le sorgho qu'on avait fait ça. Et le problème, c'est que les oiseaux se mettaient à manger à ce moment-là parce qu'ils trouvaient que c'était bon. Donc, ça devenait consommable tout de suite. Le mil, parce qu'on le fait fermenter aussi parfois, le sorgho. Mais alors, comme on avait, dans le cas du sorgho, supprimé les substances amères, c'était consommable pour l'homme, mais c'était auparavant consommable pour les oiseaux. Et donc, les rendements avaient considérablement baissé. C'est très compliqué, le système alimentaire. Hein. Alors, dernier cas, c'est que, en fait, il y a des OGM, il y a des microbes génétiquement modifiés. Ça existe. Alors, ces microbes génétiquement modifiés, on ne les met pas directement dans nos aliments. Hein, c'est tout à fait interdit en France, et même nulle part, je ne crois pas qu'il y ait d'exemple. Hein. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des microbes génétiquement modifiés pour fabriquer des enzymes ayant des actions particulières. Donc, on utilise, par exemple, je vais vous expliquer le cas de la chymosine, hein, et le cas de l'amylase. Vous allez comprendre de quoi je parle. Pour faire du fromage, traditionnellement, je récupère le jus qui se trouve dans la caillette de veau, j'ai de la présure, qui est un mélange d'enzymes, que je rajoute dans le lait. Ça provoque la coagulation des protéines. J'ai du caillé, et avec le caillé, je fais du fromage. Hein. Donc, de manière traditionnelle, je récupère le jus qui est dans la caillette de veau, je le rajoute dans le lait, et j'ai mon fromage. Pratiquement, surtout au moment de la vache folle, on n'aimait plus beaucoup les produits animaux comme ça, un peu traités. Tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que des chercheurs ont caractérisé le gène qui était responsable de la synthèse de l'enzyme qui est de la présure, qui a cet effet-là, l'ont introduit dans un micro-organisme, on fait fermenter le micro-organisme, on récupérait cette enzyme, la chymosine, fabriquée par les micro-organismes, et l'ont mis en substitution de la présure. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser directement la présure extraite de l'estomac du veau pour faire du fromage, j'ai récupéré le gène codant pour l'enzyme, je l'ai introduit dans un micro-organisme, j'ai multiplié ce micro-organisme dans le fermenteur, j'en ai extrait mon enzyme et j'en ai fait du fromage. Et actuellement, il y a beaucoup de fromages qui sont fabriqués avec cette chymosine et non pas avec celle du veau. Alors c'est la même enzyme, mais c'est un micro-organisme génétiquement modifié qui nous fabrique l'enzyme que j'utilise pour faire du fromage. Autre exemple, c'est le cas du racissement. Dans le cas, il me reste 7 minutes, ça va. Dans le cas pour faire du pain, lorsque je fais ma pâte, hein, je prends ma farine, je le mélange avec de l'eau. L'un des constituants principaux de la pâte, c'est de l'amidon. Hein, c'est à peu près, on va dire, 80%, hein, c'est de l'amidon. Il est sous une forme dite cristalline. Bon. Quand je le fais cuire, l'amidon a été transformé, il a une forme amorphe et ça nous donne mon pain frais. Et si je laisse mon pain frais un peu longtemps, s'il racisse, ce n'est pas parce qu'il perd de l'eau, c'est parce que l'amidon est retrouvé à son état cristallin. Vous avez hier cet exemple avec le riz. Quand vous faites une salade de riz, très bien, vous la mettez au frigidaire, vous la sortez le lendemain, le riz, il est craquant.
Mais pour peu qu'il soit plus craquant, vous le mettez un petit peu au four, vous allez le réchauffer, et vous allez, comme c'est réversible, vous allez revenir à l'état amorphe. Et lorsque vous avez un pain rassis, le mieux, c'est de le réchauffer. Et si c'était une question d'eau, ben ça ne marcherait pas. Et alors, ce qui se passe, c'est que pour éviter ce rassissement, bien, on a, c'est très peu utilisé, mais ça a été mis au point. On ajoute au moment de fabrication une amylase qui a été obtenue par des organismes génétiquement modifiés, qui a pour effet d'empêcher la recristallisation, et donc le pain ne rassit pas. Donc en fait, ce qu'il nous faut, ce sont des aliments vivants. Et moi, je vous fais donc un plaidoyer pour le bon vivant. Il s'agit de combattre les contaminations, d'éviter les contaminations, de favoriser la flore utile et de prévoir l'évolution de cette flore. Et ça, c'est voilà. Et ça, c'est tout l'art de l'industrie alimentaire. Et il se trouve que l'industrie, souvent, sur le plan de la sécurité alimentaire, fait mieux que les artisans et fait mieux que la ménagère. Il y a une bactérie dont je ne voulais pas parler qui provoque le botulisme. Ben, le botulisme qu'on trouve dans des boîtes de conserve dû à une bactérie, eh bien, il y a encore des accidents, mais c'est des accidents qui sont pratiquement toujours des conserves faits à la maison et non jamais des conserves faites dans l'industrie. Alors maintenant, en conclusion, je voulais juste vous dire un mot sur ce microbiote, cette flore intestinale qu'on connaît depuis fort longtemps, la flore intestinale, je vous dis 2 kilos, mais ce qu'on découvre, c'est qu'elle a un tas de fonctions. Elle a des fonctions digestives, elle a des fonctions... Alors ça, on le sait très longtemps. D'ailleurs, vous le savez sans doute vous-même, enfin vous ne l'avez peut-être pas compris, mais lorsque vous mangez des haricots que vous n'avez pas laissé tremper suffisamment dans l'eau, vous avez ce qu'on appelle des flatulences. Parce qu'en fait, vous avez dans le haricot des sucres que nous ne savons pas digérer. Mais les bactéries qu'on a dans l'intestin, elles savent. Donc on ne sait pas le digérer, mais les bactéries s'y mettent et en les digérant, elles dégagent du méthane, du CO2, etc. Et ça, vous le rejetez et ça provoque les flatulences. Par contre, si vos haricots ou votre lentille, vous les laissez tremper la veille au froid si possible pour éviter les fermentations, ça va migrer dans l'eau naturellement et à ce moment-là, vos produits n'auront pas de souci. Mais il faut le laisser migrer, il faut mieux le faire au froid, autrement ça fermente. Donc vous avez une fonction biologique, une fonction digestive et une fonction thérapeutique. Alors ce qu'on sait depuis relativement peu de temps, et ça c'est quand même très intéressant, c'est que notre intestin, il communique avec le cerveau. Vous voyez, ça là, c'est une paroi d'intestin, et vous ne le saviez pas, mais vous avez plein de neurones dans votre intestin. Et ces neurones, ils communiquent avec le cerveau. Et le meilleur, vous pouvez comprendre ça facilement lorsque vous êtes fait mal au bras. Vous avez mal au bras, c'est tout. Quand vous avez mal au ventre, vous êtes mal partout. Et le message du ventre arrive dans le cerveau et ça redescend et ça, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien. Donc en fait, ce qu'on sait qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est 600 000 gènes, c'est 600 000 gènes actifs, parce qu'il y a tellement de micro-organismes, tellement d'espèces, etc. C'est 600 000 gènes. Nous, on en a 20 000. Donc dans notre intestin, on a 600 000 gènes capables de fonctionner, alors que dans notre corps, à nous, il n'y en a que 20 000. Donc on peut comprendre qu'il y a un effet. Et ça agit, on commence à savoir que ça agit sur l'obésité, le diabète, la cirrhose, l'intestin irritable, des allergies, des stress, le comportement même. Bon, c'est un certain nombre de choses. Alors ce qu'il faut faire, ce qu'il faut arriver à faire, c'est à faire en sorte que notre alimentation permette de nous orienter vers un bon microbiote. On sait par exemple que si le nombre d'espèces est beaucoup plus faible, on a une tendance à l'obésité. Donc il faut se nourrir de sorte que, eh bien, on puisse réagir là-dessus, mais on ne sait pas trop comment agir. On commence à y voir, à avoir quelques données. Bien sûr, il y a un certain nombre de personnes qui ont écrit des bouquins qui n'ont aucune valeur parce que personne ne sait comment il faut faire. C'est en pleine recherche. Je pense que dans 10 ans, on le saura. On parle de probiotiques, on parle de prébiotiques, etc. Peu importe. C'est pour les probiotiques, c'est des micro-organismes qu'on ajoute. Mais on sait aussi que quand on prend des micro-organismes, par exemple dans la levure de bière, parfois ça ne reste pas, c'est très stable, donc ça ne bouge pas. Ce sont les traitements à long terme qui peuvent faire bouger.
mais des prébiotiques, ce sont des molécules qui permettent aux micro-organismes de se développer. Danone avait fait un yaourt bon pour la santé. Alors, il nous avait expliqué que c'était bon pour les ballonnements, c'était marqué, mais en fait, il n'avait pas le droit de le faire parce qu'il ne l'a jamais démontré. C'était très compliqué à démontrer, mais un certain nombre d'éléments permettaient de dire que c'est vrai. Alors là, c'est une subtilité de l'agroalimentaire. Comme il n'avait plus le droit de le mettre, il a changé sa pub en disant « ça fait du bien à l'intérieur avec un petit cœur ». Alors vous avez tous compris ce que ça voulait dire, mais il n'a plus le droit de dire que ça agit sur la digestion. Et ça sera le dernier point là-dessus, aujourd'hui, on fait des greffes fécales, c'est-à-dire que les gens qui ont un très mauvais microbiote, qui ont un vrai problème, par exemple, qui ont des maladies de Crohn, etc., on peut, en thérapeutie, ça commence à se faire, on nettoie complètement l'estomac et on fait une greffe fécale à partir d'un microbiote de bonne qualité. Donc ça commence à se faire. C'est en cours, vous en entendrez parler de plus en plus dans les années à venir. Eh bien, finalement, est-ce que les amis vont l'emporter sur les malfrats? Je crois qu'aujourd'hui, ils l'ont déjà fait. Hein. Il y a quand même trop, mais très peu d'intoxication alimentaire. Et je crois qu'on ne fera pas moins. On fera plutôt plus que moins. Ça sera difficile de faire moins aujourd'hui. C'est les bons... alors, compte tenu de la manière dont on gère la qualité sanitaire, les aliments et l'eau sont de plus en plus sûrs, on voit apparaître des goûts et des arômes, des textures nouvelles. Hein. Peut-être qu'un jour, on ira vers des microbiotes optimisés et donc orienter tout l'art de la fabrication des aliments, c'est orienter les dégradations, les transformations, j'aurais pu dire microbiennes des produits organiques, vers des aliments comestibles, plaisants à consommer, faciles à conserver. Je vous remercie. On vous a distribué un petit truc, là c'est mon dernier bouquin, qui sur 60 questions, en 3 pages, vous dit est-ce que c'est une question, et la réponse c'est vrai, c'est faux, ou c'est discutable. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Alors, merci beaucoup pour cet exposé très clair. Alors maintenant, nous allons passer aux questions. Ah voilà, bon, monsieur ou madame, je ne sais pas. Bon. Honneur aux dames, non, c'est ça? Bon, attendez, voilà. Alors attendez. Alors monsieur, non seulement vous êtes très instruit, mais vous êtes un très bon orateur. Merci. Ah oui, vous faites beaucoup avec les gens, vous parlez. Alors, ma question, c'est quand même de remercier. C'est un commentaire agréable quand même. Bah oui, il me dit la question. La première chose, c'est de remercier avec gentillesse et avec des faits précis. C'est ce que je fais. J'ai une question et puis j'ai oublié l'autre, donc je reprendrai le monde. Si, je voudrais comprendre la fermentation, par exemple, du vin, ou la fermentation, elle se fait soit de manière spontanée, soit avec des levures. Je n'ai pas très bien compris cette histoire. Moi, je croyais que la fermentation, c'était toujours avec levure. Mais non, on a des fermentations spontanées. C'est ma première question. Ben, si vous laissez un verre de lait sur la table de votre cuisine, si vous revenez dans quelques jours, ça ne sera plus du lait. Ça sera devenu un produit qui ressemble un peu à du fromage aigre. C'est qui s'est produit une fermentation naturelle. Qui n'est pas toujours l'idéal. Il y a fermentation naturelle. Oui. Elle s'est fait naturellement, pardon. Elle s'est fait naturellement avec les produits, avec les micro-organismes qui vous entourent. Le fromager, il ne va pas faire comme ça. Pour transformer du fromage, il va gérer de manière très précise la manière dont il va transformer le lait en faisant des fermentations contrôlées et en ajoutant. Mais fondamentalement, c'est la même chose. Mais c'est pas. Il ajoute de la levure. Ça dépend. Voilà, c'est contrôlé. Mais c'est toujours des fermentations. Et dans votre bouche, vous fermentez, parce que vous avez des micro-organismes. Mais dès qu'on ajoute de la levure, ça fermente. Non, ça se fermente si pas vous voulez. Systématiquement. Ah si vous en mettez, ça va fermenter, oui. La levure, ça fermente. Oui, les micro-organismes fermentent en général. Et ma deuxième question, parce que ça, c'est très, très intéressant, et j'ai lu pourtant des bouquins. Vous dites que dans l'estomac, il y a énormément de neurones. Pardon? Dans l'estomac? Non, dans l'intestin. Dans l'intestin, pardon. Les parois de l'intestin, oui. L'intestin, il y a énormément de neurones. Oui, vous pensez avec votre intestin. Oui. Sans le savoir. Ça communique. Ça communique. Le cerveau reçoit plus d'informations de l'intestin qu'il en reçoit de l'extérieur. Et ce n'est pas l'estomac, c'est l'intestin. Ah oui, c'est l'intestin. Quand on parle des millions et millions de bactéries, c'est l'intestin, ce n'est pas l'estomac. Voilà. Alors, on va peut-être passer à quelqu'un d'autre.
Bon, je vais limiter. Petite question. Les vins qui sentaient le bouchon, c'est des moisissures qui étaient dans les bouchons et maintenant on met des bouchons synthétiques pour empêcher ça? Non, je ne suis pas un spécialiste, non, c'est des molécules présentes dans le bouchon. C'est le bouchon qui se dégrade. C'est le bouchon qui se dégrade? Oui, oui. Oui. Parce qu'ils font des bouchons tout à fait. Ah ben maintenant, on fait des bouchons qu'on a traité. D'ailleurs, on a même traité le liège pour éviter que ça provoque que ça bouchonne. Et maintenant, on met des bouchons plastiques parfois, et parfois on ne met même pas de bouchons, mais des capsules. Oui, ou des capsules. Oui, oui. Une question. Par exemple, Pernod Ricard a beaucoup travaillé. Pernod Ricard, qu'on connaît pour son pastis, son Ricard, est également un gros producteur de vin, notamment en Australie. Et il a beaucoup travaillé sur le bouchon pour éviter que ça bouchonne. Ça bouchonne. Bon, une petite question. Escherichia coli, c'est dangereux, pas dangereux? Ça dépend lesquels. Il y en a plein. Il y en a eu très gentils, on en a plein, nous. Justement, on en a plein et parfois... Oui, mais parce qu'il y a... Alors là, moi, je suis... Enfin, il y a des souches qui ne sont pas les mêmes. Ce sont des souches. Ah oui, c'est pas les mêmes. C'est comme des cultivars. Oui, c'est ça, on peut dire comme ça. Oui. Mais c'est les mêmes espèces. C'est la même espèce. C'est la même espèce, mais il y a un tas de souches différentes et il y en a qui sécrètent des toxines. C'est pareil d'ailleurs quand je vous parlais des mycotoxines, chez les moisissures. Il y a des pénicilliums. C'est la même espèce, mais il y en a un tas différentes derrière avec des effets différents. Donc là, il y en a qui synthétisent, et c'est celles-là qui sont dangereuses, qu'on ne connaît pas depuis très très longtemps, mais qui sont vraiment dangereuses. C'est vraiment des saletés, celles-là. Oui, mais nous, on est plein d'Escherichia coli. Oui, justement. Et puis de temps en temps, ça devient méchant. Voilà. C'est d'autres espèces. C'est d'autres souches. Bon, sinon, vous avez déjà pratiquement répondu à la question que je me posais sur les radiations. On ne reviendra pas là-dessus parce qu'on prend des pommes de terre, par exemple, on les passe, il n'y a plus de problème. L'irradiation, c'est une technique qui a été très travaillée, qui consiste à irradier des aliments pour qu'ils se conservent, soit pour éviter la germination des pommes de terre, soit pour éviter des contaminations microbiologiques. Il y a eu des dossiers... Le CEA à Cadarache a été les premiers à travailler beaucoup là-dessus. L'OMS a eu des dossiers hauts comme ça, tous en concluant qu'à condition de ne pas avoir des doses trop élevées, il n'y avait aucun danger. Le fait d'avoir des doses très élevées, ça ne rendait pas des produits radioactifs. Par contre, ça pouvait provoquer la formation de molécules dangereuses. Mais dans les normes acceptées, il n'y avait aucun problème. Mais face à l'opinion publique, ce n'est pas recevable parce qu'un aliment qu'on irradie, il devient radioactif. Alors c'est une des questions auxquelles je n'ai pas répondu, mais j'aurais pu mettre la 66e là-dessus. Et dans tous les pays du monde, c'est comme ça? Non, aux États-Unis, c'est utilisé. Ils sont moins bêtes que nous. Oui. Vous savez, il y a une grande différence entre les États-Unis et l'Europe, par exemple. C'est que l'Europe travaille sur les procédés et les États-Unis travaillent sur le produit fini. C'est par exemple, c'est le cas des OGM. Ils disent, moi, ça m'est égal la technique utilisée. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le produit que j'ai. S'il est sain, je l'autorise. S'il n'est pas sain, je ne l'autorise pas. Ce n'est pas la technique que je condamne, c'est le produit. L'Europe travaille par le procédé. D'ailleurs, l'agriculture biologique fait pareil. L'agriculture biologique n'a pas d'obligation de résultat. Elle a une obligation de moyens. Et les règles qui s'appliquent aux aliments biologiques sont également exactement les mêmes que ceux qui s'appliquent aux aliments non biologiques sur le plan sanitaire. Mais ce sont des obligations de moyens pour faire, mais non pas d'obligations de résultat. Autre question? Bon, simplement, les sulfites, le vin, normalement, a déjà des sulfites, le raisin a déjà quelques sulfites naturels. Je ne sais pas, mais on en remet. C'est ce qu'ils m'ont dit, un viticulteur m'a dit ça. Et alors, la question, j'arrête là-dessus. Il est obligatoire maintenant de mettre, il y a des sulfites. Oui. Parce qu'il y a des allergies. Alors qu'il y en ait un peu ou pas beaucoup. Il y a des allergies aux sulfites, et des mal de tête notamment. Oui, alors c'est une question sur les toxines. Je ne sais pas trop ce que c'est. Quand on cuit un aliment, on tue les bactéries et les levures. Mais il peut rester des toxines. Donc ce sont des toxines, produits. Ce sont des molécules chimiques. C'est pas vivant. C'est pas vivant. Ce sont des molécules chimiques sécrétées par les micro-organismes qui sont malheureusement résistantes à la chaleur, qui ne sont pas détruites, sauf peut-être quelques exceptions. Et à ce moment-là, une fois qu'elles y sont, elles y restent. Mais ce sont des molécules au même titre que toutes les autres familles de molécules qu'on trouve dans les aliments.
Et une ultime question qui a été abordée un tout petit peu. Pour empêcher de germer les pommes de terre, donc c'est par irradiation et pas par un produit chimique? Ah ben c'est fini ça ne se fait plus par irradiation. Comment? Ça se fait plus. Alors donc c'est chimique. Ah ben c'est, Donc, oui, et puis ça germe, et puis ça germe. Oui, ça germe Donc il faut un les peu. mettre au noir. Et puis on l'avale quand même quand on le mange Il à faut pomme les de mettre au terre. noir, avec un petit problème, c'est qu'au cours de cette germination, il se développe, ça, parfois ça devient un petit, pardon, je m'éloigne là. Parfois ça devient un petit peu vert, c'est de la solanine, qui est un alcaloïde qui est très mauvais pour la santé. Aujourd'hui, si on faisait rentrer une pomme de terre, je ne connais pas les pommes de terre, elles arrivent sur le marché européen pour la première fois. C'est une nouvelle food. C'est une nouvelle food, il faut que je les examine si elle est dangereuse ou pas dangereuse. Donc je vais la soumettre à des tests. Je vais me rendre compte que si je conserve pas très bien la pomme de terre chez moi, il apparaît de la solanine qui est un toxique. Je vais l'interdire. Donc aujourd'hui, il est probable que la pomme de terre serait interdite. C'est probable. Hein? Autre question? Monsieur, il y a 2 questions derrière, là-bas. Merci. Je voulais vous demander, est-ce que le vin bio, les vins bio qu'on voit qui sont de plus en plus vendus, est-ce qu'ils ont subi le même procédé de vinification que ce que vous avez, ou est-ce que c'est uniquement le fait qu'au niveau de la vigne, on n'a pas utilisé de produits? C'est surtout au niveau de la vigne, mais vous savez peut-être que pour lutter contre les champignons, on traite la vigne bio par du sulfate de cuivre. Donc on met du sulfate de cuivre, ce qui ne pose pas de problème à la vigne, mais qui pose des problèmes au sol. Et dans les régions viticoles, on a actuellement des quantités de cuivre bio, dans le bio qui deviennent trop élevées. Alors le bio, il a un autre problème, le vin bio, parce qu'il y a dans le vin des mycotoxines, mais dans des quantités qui ne les rendent pas dangereuses, parce qu'il y a des limites, hein, mais il y en a davantage dans le bio que dans le non bio, parce qu'on n'a pas traité suffisamment le raisin, et ça se développe sur la surface du raisin. Mais au point de vue des procédés de vinification, alors je ne sais pas si le bio utilise SO2, je ne peux pas vous dire. Mais autrement, c'est pareil. Hein. C'était qui là? Bonsoir, je voulais compléter la question sur les produits bio. Qu'est-ce que vous pensez des produits bio par rapport aux autres? Ah, là, on est dans puis, un autre sujet. Et puis, deuxième petite question, les OGM. Qu'est-ce que vous pensez aussi des Oh là là. OGM? Vous m'invitez pour une autre conférence traiter et du bio et des OGM. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous répondre un peu frontalement, simplement, parce qu'on ne pourrait pas. Je vais parler d'abord des OGM. Il n'existe pas il n'existe pas un seul cas aujourd'hui où quelqu'un qui aurait mangé un produit génétiquement modifié ou un animal qui aurait mangé un produit génétiquement modifié et eu un problème de santé. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un cas. On peut discuter sur les impacts environnementaux, sur les impacts sociétaux, sur la mainmise d'entreprises, sur les semences, etc. On peut discuter. Mais si on reste dans le domaine santé, dont on parle aujourd'hui, il n'y a pas un cas, compte tenu de la manière dont on travaille. On peut même citer un exemple où il se trouve que le soja manque d'acides aminés qui sont des acides aminés soufrés. Donc on est allé chercher un gène codant dans la noix du Brésil, qui est riche en acides aminés soufrés, pour l'introduire. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que ça devenait allergique au cours des travaux, donc on l'a arrêté. Mais il n'y a pas un cas. Pour le biologique, en restant également dans le domaine de la santé, sur le plan nutritionnel, il y a des petites différences. Mais alors par exemple, il y a un peu plus de polyphénol, dont on ne sait pas d'ailleurs s'ils sont actifs ou pas actifs. Il y en a un petit peu plus. Dans les blés, il y a un peu plus de protéines dans les produits conventionnels. Mais ces différences sont telles que comme ce qui fait la qualité de l'alimentation, c'est de manger varié pour être équilibré, des petites différences qu'on peut voir n'ont strictement aucun effet sur la santé. Je vais prendre un exemple des huîtres. Les huîtres, c'est formidable. Au point de vue nutritionnel, on voit un tas de choses. Mais que vous mangez des huîtres ou pas, ça n'a aucune incidence sur votre santé vu la quantité que vous mangez. Ça n'a aucune incidence. C'est pareil pour les petites différences. Sur le plan
toxicologiques. Il est évident que le biologique est moins contaminé par les pesticides que le non biologique, mais ces pesticides utilisés le sont à de tels niveaux que pour le consommateur, ça ne pose pas de problème, alors que ça peut poser de graves problèmes pour les agriculteurs s'ils ne prennent pas d'énormes précautions pour éviter d'être contaminés, ou si je ne suis pas agriculteur et je vis juste à côté d'un endroit où on vient de déverser des pesticides. Mais sur le plan de l'aliment, on va rester là-dessus, parce qu'autrement il faut revenir pendant 1 heure, comme je vous l'ai dit, sur le plan de la qualité toxicologique ou de la qualité nutritionnelle, il n'y a pas de différence majeure, et que s'il faut défendre le bio, ce n'est pas le point d'attaque qu'il faut avoir. Il faut le défendre via l'environnement. Éventuellement, on pourra en discuter. Mais les gens qui mangent du bio disent souvent qu'ils se vont mieux. Et la question est de savoir s'ils en vont mieux, parce qu'il va y avoir 2 raisons. Globalement, si on fait des statistiques, si on fait des analyses épidémiologiques, les gens ils vous disent je vais bio et je me sens bien. Alors ça peut être parce que psychologiquement je me sens mieux, mais ça peut être aussi du fait que les gens qui mangent bio ont des qualités de vie, des manières de vivre qui peuvent être différentes de ceux qui ne mangent pas. Ils peuvent avoir une manière de vivre plus saine parfois. Hein, c'est une vision de la vie qui peut être accompagnée, donc ça peut avoir un effet indirect. Mais si je traite ça d'une manière scientifique, en nutritionniste ou en toxicologue, je ne vois pas de différence. Et vous dites, parce que vous dites en termes de quantité, mais ceux qui mangent du bio, ils mangent tout bio, même le chocolat de Pâques. Donc c'est énorme. Oh ben ça, j'en sais rien, moi. Hein. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ne mangent pas de sel bio, parce que pour être bio, il faut que ça soit un produit agricole, et le sel ne l'est pas, donc le sel bio n'existe pas. Je voulais vous demander, en fait, vous aviez dit que suite au scandale de la vache folle, on avait réfléchi à une façon de faire du fromage sans aller chercher la pressure dans l'estomac du veau. Je voulais savoir si cette méthode permettait de sauver le veau. Permet de sauver le veau. Ah ben oui, le veau. On en a pris un au départ. On a récupéré le gène de l'estomac de l'un des veaux. Ce gène, on l'a introduit dans le micro-organisme, puis c'est fini. Donc on n'a plus besoin de veau. Alors, il faut savoir quand même, il y a une petite différence organoleptique. Alors, bon, je rentre un peu dans le détail. Lorsque j'ai récupéré le gène codant pour une enzyme, c'est pour une enzyme qu'on appelle la chymosine, mais dans l'estomac du veau, il y en a d'autres. Donc, j'ai un mélange plus complexe enzymatique. Donc, la qualité du fromage n'est pas exactement la même, parce que je suis dans un système beaucoup plus complexe à partir du veau. Mais il y a encore des fromages à présure de veau, ça existe encore. Alors maintenant, je me place dans le cadre de ceux qui défendent les animaux. Est-ce que je préfère... C'est pas facile, hein, c'est un problème personnel. Est-ce que je préfère qu'on tue un veau ou qu'on récupère le jus du veau, le jus de l'estomac de veau pour faire mon fromage, ou est-ce que je préfère utiliser des enzymes provenant de micro-organismes génétiquement modifiés? Quel est mon choix? À chacun de le faire, mais c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Ce qui me fait dire quand même qu'il faut toujours être assez souple et ne pas toujours voir blanc et noir dans notre système alimentaire. Hein. Il faut, et si on n'a qu'un conseil, hein, vous savez, je dis souvent, ce qui rend malade en se nourrissant, c'est la peur de se rendre malade. Hein, c'est le stress. Hein, c'est le stress. Donc, mangez comme on a envie, comme ça vous plaît, pas trop de gras, pas trop de sucre, varié pour être équilibré, en famille ou entre amis, de manière conviviale, et je vous garantis le reste, forget it. Oubliez. Hein. Une question encore? Le sel, le problème du sel. Le sel, les règles, c'est pas plus de 6 grammes par jour. Bon. Les Français, ils en mangent plutôt 8 ou 9. C'est trop. Si vous n'avez pas de tension, je crois que ça ne pose pas de problème. Si vous avez de la tension, ça pose problème. Alors un petit truc. Quand on vous dit souvent, mettez pas la salière à table pour éviter de mettre trop de sel. Moi, je dis, mettez la salière à table, mais mettez pas de sel dans vos aliments. Pourquoi? C'est qu'une petite cuillère que vous allez agiter comme ça pour saler, c'est 40 mg. Et vous allez mettre, comme vous allez saler en surface, ce que vous allez manger va avoir un goût de sel
Alors que quand vous salez à la cuisson, ça pénètre partout. Donc vous en mettez davantage pour avoir davantage de goût de sel. Et actuellement, comme les entreprises, comme les industries alimentaires sérieuses ont bien compris qu'il fallait diminuer à la fois le gras et le sel, ils essayent de saler en surface, ce qui permet de donner au consommateur le même goût de sel avec beaucoup moins de sel dedans. Alors ça a été votre sel, il vient surtout du pain. Hein, c'est assez salé le pain. Et donc il y a eu un effort demandant au boulanger de descendre mais à partir d'un certain moment, ça a d'une part un effet sur le goût assez sensible, puis ça a un effet en plus sur la texture. Donc on ne peut pas aller trop loin. Mais pas manger trop salé, évitez pas de boire de sel, quoi. Mais la petite cuillère, c'est un bon truc, vous savez. Pour les gens qui sont en régime à sel limité, il vaut mieux rien mettre en cuisine et avoir sa petite salière juste pour avoir un petit goût de temps en temps. C'est 40 mg, vous avez le droit à 6 grammes. Alors bien sûr, il y a le sel présent dans l'aliment naturellement. Alors ce n'est pas le sel qui cause, hein. Ce n'est pas le sel qui en cause, c'est le sodium présent dans le sel. Le sel, c'est du chlorure de sodium. Donc, alors par facilité, on parle de sel, mais les aliments, ils ne contiennent pas du sel, mais ils contiennent du sodium. Donc c'est le taux de sodium qui compte. Hein. Mais c'est trop compliqué, ça. Donc on parle de sel. Et nos ancêtres, ils mangeaient 1 kilo de pain par jour. Ils mangeaient 1 kilo de pain au 19e siècle. Ben, absolument, mais ils mouraient beaucoup plus tôt. Ils mouraient en moyenne à 40-50 ans, hein, et encore à 30 ans autrefois. Et puis nous, on est quand même, on a dépassé les 75-80. Hein. Exactement. Oui, mais alors que... Allez, on se lance dans un débat. Mais je ne retiens pas l'argument que notre alimentation est meilleure pour aujourd'hui parce qu'on vit plus vieux. Je crois qu'on doit surtout ça aux chirurgiens et aux médecins. Mais je note aussi que la taille moyenne des Français a régulièrement augmenté. Et si elle a augmenté, ce n'est pas dû aux médecins et aux chirurgiens. C'est dû au fait que notre alimentation est plus équilibrée et plus saine. Donc c'est pour moi le bon indicateur pour dire qu'on mange mieux aujourd'hui qu'autrefois. On est plus grand parce qu'on mange plus, parce qu'on mange mieux. Ce n'est pas nos gènes qui ont changé, hein, c'est notre environnement. Une petite on a encore question, le temps pour... oui. Une dernière. Je voulais avoir votre avis sur la chrononutrition. Ah, oh, la chrononutrition. J'ai un de mes collègues, le professeur Bourg, qui a fait un bouquin là-dessus, sur la chronobiologie, la chrononutrition. La chrononutrition, c'est se nourrir en fonction de l'heure à laquelle on se trouve. C'est-à-dire de choisir ses aliments suivant qu'il est 8 h du matin, 9 h, 10 h, 11 h, midi, etc. Je n'ai pas d'éléments là-dessus. Moi, j'aurais tendance à vous dire, c'est que le matin, je ne vais pas vous répondre directement, mais le matin au petit déjeuner, il faut que, comme on a consommé pendant la nuit ses réserves en calories, il faut manger des produits qui vont vous libérer du sucre lentement. Vous savez, il y a deux catégories d'aliments sur le plan du sucre. Vous avez des sucres lents et des sucres rapides. Les sucres rapides, le saccharose, le sucre en morceaux, vous le mangez et il passe tout de suite très rapidement dans le sang. Il est métabolisé, c'est un sucre rapide. Au bout d'une demi-heure, il n'est plus là. Bon. Le sucre lent, c'est par exemple les pâtes alimentaires. C'est de l'amidon qui libère rapidement, lentement son sucre, qui fait que si des sportifs en vélo, ils le savent bien, si on prend des pâtes à 8 h du matin, on a encore du sucre qui se libère à 10 h et à 11 h. Les enfants, on leur dit, les céréales, c'est formidable. C'est ce qu'on appelle les céréales, là. Le problème des céréales, c'est pas mal, sauf que le traitement de fabrication des céréales, où ça passe dans des machines qu'on appelle des cuiseurs-extrudeurs à haute température, etc., ça dégrade l'amidon. Donc les céréales libèrent beaucoup plus rapidement le sucre que le pain. Donc il vaut mieux donner aux enfants du pain que des céréales. Alors ça, c'est pour le matin. Et puis le soir, alors il y a des avis différents. Il y a des gens qui vous disent qu'il faut manger le soir, il y en a qui ne font pas, j'en sais rien. Bon, la chronobiologie, ce que j'en sais, c'est qu'il y a très peu d'éléments scientifiques pour soutenir certaines thèses. Simplement sur les sucres lents. Voilà, il vaut mieux avoir un effort, avoir des sucres lents. Écoutez, je vous remercie de votre participation. Nous allons nous arrêter là. Donc bonne soirée à tous.